On va commencer. Donc, mon cher collègue du Collège de France, cher intervenant au colloque, chers collègues de la région parisienne et aussi à mes fidèles étudiants, entre guillemets, de mes cours au collège. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque de clôture. Et j'aimerais tout d'abord vous transmettre les regrets de l'administrateur du Collège de France, le professeur Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, qui aurait bien voulu vous donner lui-même la bienvenue aujourd'hui et il aurait aussi aimé assister, au moins en partie, au colloque. Malheureusement, il se trouve en mission au Canada et donc il vous prie de bien vouloir l'excuser. J'aimerais, dans ces 15 minutes d'introduction, vous dire comment l'idée de ce colloque est née. Si je reviens 8 ans en arrière, à ma leçon inaugurale en février 2005, à la fin de cette leçon, j'avais présenté mon plan d'enseignement pour les années à suivre. Et je vous rappelle, la règle du Collège de France, c'est que chaque prof doit changer de sujet de son cours chaque année. Donc, j'avais ces 9 ans devant moi et j'avais fait un planning de cette façon-là. J'avais pensé de dédier les premiers 3-4 années au modèle standard des particules élémentaires, dans l'attente des résultats du grand collisionnaire hadronique, les LHC, dont on parlera beaucoup aujourd'hui. Et j'avais dit, ensuite, on verra bien, l'un de deux. Dans le cas d'importantes découvertes, nouvelles physiques au LHC, j'aurais détourné vers cette découverte l'essentiel de mes cours. Dans le cas contraire, j'aurais poursuivi avec des cours sur les théories de la gravitation et la cosmologie. Et enfin, toujours s'il n'y aura pas eu de nouveautés point de vue LHC, je serais passé à la théorie des cordes. Or, comme vous le savez bien, après un joli départ en 2008, le 19 septembre de cette année, on a eu l'accident que tout le monde connaît, je pense, et celui-là a beaucoup retardé le démarrage du LHC. Et donc, je me suis retrouvé dans ce deuxième cas de figure. Donc, quand le 4 juillet 2012, le CERN a annoncé la découverte d'un nouvel boson qui avait tout pour assembler au boson de Higgs, le collège m'avait déjà accordé un allègement des cours. C'est ce que, au Collège de France, est l'équivalent d'une année sabbatique pour cette année. Et ça après 8 ans d'enseignement continu et juste avant de prendre ma retraite ici. Donc, cette première découverte du LHC venait d'arriver, mais je devais constater que je n'aurais pas eu l'occasion d'en parler dans mes cours au Collège de France. Donc, la première idée pour remédier à ça fut de donner une leçon de clôture, qui n'est pas obligatoire, mais beaucoup de professeurs donnent les dernières années d'activité, une leçon de clôture sur cette thématique du boson de Higgs. Mais en octobre-novembre, si je me rappelle bien, un collègue parisien, Paul Windy, m'avait proposé d'organiser au Collège de France une conférence de Guido Tonelli, qui lui venait de rencontrer à Paris. Et donc, j'étais tout de suite favorable à l'idée, mais immédiatement, une idée a fait son chemin dans ma tête. Donc, pas seulement d'accepter la suggestion de Paul Windy, mais de l'amplifier à un colloque d'un jour entier couvrant les sujets dans ces différents aspects. Et donc, c'est ainsi que l'idée du colloque en boson nommé Higgs est née. Et en effet, je vous rappelle que
découverte de ces bosons de Higgs n'aurait jamais été possible sans la collaboration la plus étroite entre, au moins, je dirais, 4 corps de métier, si vous pouvez utiliser cette expression. En premier lieu, évidemment, les expérimentateurs, auxquels on doit des détecteurs de particules toujours plus performants. Vous savez, dénicher les bosons de Higgs, c'est pire que trouver la classique aiguille dans une botte de foin, ago nel pagliaio, en italien. Et d'autre part, les expérimentateurs ont eu les résultats qu'on sait bien parce qu'ils ont pu s'appuyer d'un côté sur une machine, le LHC, avec de formidables performances, et de l'autre sur un système exceptionnel de collection et d'analyse des données fourni par l'informatique. Finalement, les motivations pour chercher les bosons de Higgs et, entre parenthèses, avant lui aussi les bosons W et Z, viennent de la construction théorique d'un modèle de particules et de leur interaction, qui s'appelle le modèle standard, qui, à ce jour, est confirmé pratiquement dans tous ses aspects. Donc, l'apport de la théorie a été aussi essentiel, à la fois pour guider les expériences en termes de calcul des soi-disant fonds, et aussi pour définir la véritable signature du boson de Higgs. Donc, dans ce colloque, j'ai vu présenter ces 4 aspects de cette merveilleuse aventure, avec un programme qui est articulé en 6 volets, en 6 points. Donc, je reprojette ici. Donc, la première intervention par Jean Iliopoulos nous rappellera l'histoire de cette aventure, de la naissance de l'idée de la brisure spontanée d'une symétrie de jauge dans les années 60, à son utilisation dans les modèles standards dans les années 70, aux découvertes expérimentales des bosons WZ années 80 et dulcis in fundo du boson de Higgs. Après la pause café, nous écouterons de la voix de ses porte-paroles, Fabiola Giannotti et Guido Tonelli, les exploits qu'ils ont permis aux expériences Atlas et CMS respectivement de dénicher ces bosons de Higgs. La raison, je vous rappelle, pour avoir programmé au CERN, au LHC, 2 expériences plutôt qu'une seule capable de détecter les bosons de Higgs est bien connue. Étant donné la complexité de l'expérience, on a jugé essentiel d'avoir un cross-check en anglais, recoupement, j'ai trouvé sur le dictionnaire, c'est vrai, recoupement. Moi, j'aurais dit test croisé entre les deux expériences. C'était nécessaire de vérifier l'un contre l'autre. Et malheureusement, il est impossible à ce jour de faire un autre test en utilisant d'autres accélérateurs parce qu'il n'y en a pas comme les LHC dans le monde. Donc, après la pause de midi, nous aurions le plaisir d'écouter Jörg Wenninger en ce qui concerne les chemins qui nous a amenés aux performances spectaculaires de la soi-disant machine, des LHC, et Frédéric Hemmer sur comment on a pu surmonter les défis informatiques posés par l'énorme nombre de collisions qui ont lieu chaque seconde au LHC. Le dernier intervenant sera Riccardo Barbieri, qui nous donnera les points de vue de la théorie après les découvertes du boson de Higgs, mais aussi, je pense, devant la totalité des résultats de cette première phase d'exploitation du LHC. Peut-être je devrais dire pas la totalité des résultats, mais de l'absence de cette première phase d'exploitation du LHC. Je vous rappelle, entre parenthèses, qu'après une interruption d'environ 2 ans, il y aura une deuxième phase du LHC avec presque le double de l'énergie actuelle. Et la journée sera bouclée
par une discussion générale sur l'après-Higgs. Est-ce qu'il y a une vie après le Higgs? Bon, j'aimerais aussi souligner que tous les intervenants ont accepté immédiatement mon invitation. Je n'ai pas dû recourir à des réserves. Et ils ont aussi consenti de donner leurs conférences tous en français, si je ne me trompe pas. Bon, pas tous, ce sont des langues maternelles françaises, comme moi d'ailleurs. Et donc, je pense, j'apprécie beaucoup leur effort. Bon, avant de donner la parole à Jean Iliopoulos, j'aimerais terminer avec une petite anecdote, ou si vous voulez, une petite plaisanterie pour détendre un petit peu l'atmosphère. Donc, j'ai noté une corrélation bizarre. Alors, en 2004, j'étais nommé professeur au Collège de France, et donc je devais décider pratiquement tout de suite sur quoi parler, donner mon cours de l'année 2004-2005. Et j'avais décidé de le donner sur ce qu'on appelle la QCD perturbative. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est pas important. Et effectivement, le prix Nobel 2004 a été attribué pour cette découverte théorique à M. Gross, Politzer et Wiltshire. En 2005-2006, j'ai donné un cours sur la QCD non perturbative. En particulier, j'ai parlé des bosons de Nambu-Goldstone. Peut-être il y a ici dans le public quelqu'un qui se rappelle de mon cours. Et l'année 2007-2008 sur la théorie électrofaible, en particulier sur la matrice de Cabibbo, Kobayashi, Mascava. Bon, le prix Nobel 2008 fut attribué, et là je ne sais pas pourquoi, à Nambu de mon premier cours et à Kobayashi Mascava du deuxième. Et je pense que tous les physiciens auraient aimé plutôt suivre l'idée de mes cours et de donner 2 prix Nobel. Ensuite, cours de relativité générale en 2008-2009, j'ai parlé de l'énergie noire et bien sûr, en 2011, on a eu le prix Nobel pour l'accélération de l'univers, Perlmutter, Schmidt et Rice. Bon, j'ai essayé 2009-2010 avec la théorie des cohortes, grosse déception. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, avec les colloques d'aujourd'hui sur les bosons de Higgs, devinez quelle est ma prédiction. Voilà. Merci.